Bienvenue au Polysécure, épisode pour les humains. Je suis accompagné de Vincent. Salut, belle introduction. Nice. Ça va bien? Oui, ça va très bien même. Excellent. Aujourd'hui, on va parler de ça, puis c'est toi que je vais te laisser vraiment mener le jeu. Tu as vu un sujet, justement, les 3 éléments qui nous aident à détecter une situation qui est problématique en cyber. Fait que je vais te laisser la présenter, puis bon, on va jaser comme on fait d'habitude. C'est pas 3. En fait, c'est des comportements, en fait. C'est des comportements, puis c'est dans la vie de tous les jours. Notre sujet d'intérêt, c'est la cyberinformation, bien entendu. Mais quand on est face à la fraude, 3 types de comportements qui ont été soulevés dans un article que j'ai lu sur Le Soleil aujourd'hui. J'aimerais nommer l'auteur, je ne l'ai pas avec moi. Je trouvais ça fort intéressant, puis c'est bien écrit. Puis ça amenait vraiment l'être humain, justement, au cœur de ces comportements-là, notamment la vigilance, la connaissance, le gros bon sens. Vigilance. Vigilance, c'est tout simplement l'information que vous osez divulguer à votre sujet pour une prestation de service. Une prestation de service, que ce soit en magasin, tu connais les magasins, hein? C'est rendu du moment, là, pour pouvoir payer, il faut que tu laisses ton numéro de téléphone et ton adresse de courriel. Ça suffit, à un moment donné. Et des fois, c'est quasiment ils vont te demander ton as. Effectivement. Tout le monde est confronté à ça. Je pense notamment à Bureau en gros pour acheter des batteries. Là, je ne mets pas Bureau en gros, ça sellette si vous n'êtes pas le seul à faire ça. Mais vous êtes ravisé, chère compagnie, parce que vous offrez maintenant la facture électronique. Beau petit subterfuge, en fait, pour posséder nos adresses électroniques. Toutefois, la loi vous oblige à nous demander le consentement pour, etc., etc. Non, bon. Je vais arrêter ma petite parenthèse là-dessus. Donc, l'information que vous êtes prêt à divulguer, l'information demandée, soyez vigilants sur Internet. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parles de facture électronique, quand je leur dis non, ils me regardent comme des chevreuils. Ils sont tellement étonnés que je fais non, je n'ai pas de facture électronique. Ah, vous êtes sûr, monsieur? Absolument ça. Je te donnerai pas mon adresse courriel parce que je sais que tu vas me harceler avec après. Là. Je le sais. Là. C'est ça, le name of the game, c'est complètement ça. Là. Vous connaissez compagnie, hein? Il commence par un texto non sollicité. Il faut répondre NON en majuscule pour arrêter de les recevoir. Bel essai, mais c'est une manière détournée de faire des campagnes massives. Alors, sur Internet notamment, dis-je, la quantité de renseignements des fois qui sont demandés pour accéder à un service, ouvrir un compte, que ce soit transactionnel ou informationnel ou peu importe. Écoutez, soyez vigilants sur l'information qui est demandée. Souvent, là, vous allez vous rendre compte qu'ils vont demander un code postal, ils vont demander un numéro de téléphone, ils vont demander votre âge. Sachez que pour des campagnes marketing, des études marketing, plutôt, je devrais dire, on demande des groupes. On ne demandera pas le code postal au complet. On va demander les 3 premiers caractères. Fait qu'ils vont identifier simplement un individu dans un secteur. Ils vont demander un groupe d'âge. Ils n'ont pas besoin de savoir que vous avez exactement 37 ans, que votre date de naissance, c'est un tel pour soi-disant recevoir un cadeau à votre fête, etc. C'est beaucoup trop d'informations. Donc, soyez vigilants avec le type d'information que vous osez divulguer pour arriver justement à atteindre l'objectif de pouvoir avoir la prestation de service. Oui, bien, de toute façon, opposez-vous autant que vous êtes capable. À moins que ce soit vraiment nécessaire, vous n'êtes pas obligé de divulguer l'information que vous avez demandée, même si on vous regarde comme des chevreuils ou on vous fait sentir mal quand vous faites ce genre de choses-là. Mais j'ai des images là, de gens qui étaient complètement outrés que je ne donnais pas. Puis tu sais, ils sont comme « Oui, mais là, si vous faites donner votre adresse courriel, vous allez avoir telle affaire. » Non, mais c'est très transactionnel. Moi, je ne te donnerai pas mon adresse courriel parce que je sais que tu vas me harceler après avec. Fait que déjà, tu m'agaces. Puis en général, la plupart des gens ont 2, peut-être 3 adresses courriel au total. Fait qu'ensuite, c'est facile de vous traquer parce que c'est toujours la même adresse courriel que vous donnez partout. Fait qu'ils vont être capables de vous repérer, puis ils vont mettre ça dans les data brokers, puis ils vont vous repérer rapidement. Si vous êtes un peu plus souple, essayez d'avoir des générateurs d'adresses courriel dans lesquels vous pouvez utiliser pour ce genre de choses-là. Donc, vous pouvez avoir le bénéfice, le 10% de rabais qu'ils vous donnent parce que vous donnez l'adresse
adresse courriel ou whatever, qu'est-ce que c'est par rapport à ce genre de choses-là. Et ensuite, cette adresse courriel-là, ben, c'est une adresse essentiellement jetable. Il y en a plusieurs qui sont utilisables. J'ai un Simple Login, Fastmail, puis il y en a une panoplie d'autres qui existent. Je le nomme de ceux que j'utilise le plus parce qu'en plus, sont intégrés dans mes. C'est iCloud aussi le fait, c'est vrai, le troisième. Fait que ces trois services-là le font de façon intégrée. Fait que j'ai pas besoin de me casser la tête. Je m'inscris sur un site avec une espèce d'adresse bidon générée automatiquement. Puis il n'y a personne qui est capable de me retracer. Justement, d'éviter ce genre de situation. Ça demande un petit peu de manipulation, par exemple, de faire ce genre de choses-là. Mais la paix d'esprit associée avec ça, elle vaut vraiment le petit effort qu'on met pour ce genre de choses-là parce que je reçois beaucoup moins de courriels bizarres. Et de toute façon, quand j'ai utilisé, ils m'ont envoyé un setup, ils m'ont envoyé un document. Et puis une fois que la transaction est terminée, je détruis l'adresse courriel temporaire, puis j'ai la paix pour le restant de la vie. Fait que ça fait, au-delà de la vigilance, comme qui est mentionné dans le libellé, ben je prends des actions concrètes pour protéger ça demande, puis je répète, c'est vrai que ça demande un petit effort. Du point de vue Apple, c'est un peu plus intégré, parce que ça fonctionne que ceux qui ont des Mac ou des iPhones, c'est intégré. Mais les autres Fastmail puis Simple Login sont moins bien intégrés, mais c'est des plugins qu'on peut mettre dans nos navigateurs qui peuvent arriver à ce genre de situation-là où vous créez littéralement une adresse courriel bidon pour ce genre de choses-là. Ce que je connais que certaines personnes vont faire, vont se prendre un Gmail, parce que à l'époque c'était un Hotmail, là, mais genre Outlook.com maintenant, qui sont des adresses qui ne servent qu'à ce genre de choses. Je pense que tu fais un peu ça d'ailleurs. C'est ton adresse de vidange, puis tu as une adresse pour les vraies affaires. Là. Fait que ça t'évite de te faire polluer dans ton quotidien avec ce genre de choses-là et éviter de te faire tracer, éviter de divulguer trop d'informations et éviter de divulguer que ce genre de choses-là parce que ça, c'est l'autre aspect. Puis pour ça que c'est important la vigilance, on l'a tous vu, énormément de fuites de données dans les dernières années, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et les commerçants ne sont pas les meilleurs pour bien protéger nos informations. Fait que si vous donnez votre adresse courriel avec votre code postal puis votre date de naissance, il est très probable que ça fasse partie d'une fuite éventuellement et ils vont ensuite retracer et vous créer votre profil profil chez le data broker avec ces informations-là, donc qui va vous suivre et qui va vous nuire ou pense que vraiment pas vous aider beaucoup là. Petit mot-clé ici là, pour terminer sur ce point-là. Nicolas parle de data broker, puis on a déjà fait un podcast justement là-dessus, puis c'est impressionnant la quantité de milliards je vais appeler ça des records, parce que c'est pas une seule information à votre sujet, là. C'est vraiment des milliards et des milliards de records qui sont achetés par ces brokers-là pour des campagnes des fois sérieuses, mais au-delà de ça, il y a aussi des campagnes nébuleuses. Il y a des brokers qui possèdent d'autres brokers qui cumulent l'information et puis on va dire les commerçants, les propriétaires de sites web de prestations X, Y, Z, régulièrement, dans leur notice qui vous au niveau du consentement et puis leur objectif de protection à la vie privée, des fois, on n'a pas envie de lire ça. Hein? On scrolle vers le bas puis c'est pas long, mais ils se réservent souvent un droit de pouvoir vendre vos données à un tiers dans le cadre de campagnes d'études de ci et de ça. Et puis, on ne sait pas à qui c'est vendu. Puis des brokers, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'on pense et c'est des business extrêmement lucratifs qui passent encore énormément sous le radar public. Oui, c'est assez épeurant parce que les data brokers sont tous des entités autonomes, puis il y en a vraiment, comme tu dis, il y en a vraiment beaucoup, puis publiquement, on ne les connaît pas parce que c'est l'underground. On a tous peur du Facebook, Amazon ou Google qui, soi-disant, collectent beaucoup d'informations sur nous, ils font des choses. La réalité, c'est pas vraiment eux le vrai problème. Puis je regarde un peu ce qui se passe en Europe, ils vont s'attaquer à eux autres au lieu de s'attaquer aux data brokers. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est les data brokers, à mon sens, qui sont plus le problème. C'est eux autres qui revendent, c'est eux autres les commerçants de l'information. Puis,
ce qu'ils appellent les points de données des personnes. Ces data brokers-là vont genre avoir plusieurs milliers de points de données sur une personne. Et à certains égards, des fois, ces data brokers-là vous connaissent mieux que vous connaissez vous-même à certains égards. Fait que c'est assez peurant, justement, ce genre de choses-là. Mais bref, on a battu ce premier point. On va basculer au deuxième. Puis oui, j'ai une adresse poubelle, c'est mon hotmail. Puis en fait, la vigie courrier indésirable, le moteur en fait de vigie indésirable chez Microsoft, wow, il est extrêmement performant, by the way. J'ai à peu près 1 ou 2 courriels viables, on va dire par année, qui rentrent là-dedans. Le reste, c'est de la cochonnerie qui décolle direct dans les indésirables. Mais bon, comme Nicolas l'a dit, très peu d'informations sont divulguées à partir de cette adresse-là. Puis cette adresse-là est utilisée juste à des fins de facturation de ci et de ça. Contrairement à Nicolas, moi je dis pas non, je donne cette adresse-là, puis je me sauve pas mal plus vite que lui du commerçant. Hein, on peut voir ça de même. C'est vrai. Deuxième. Moi, j'ai un point. Je veux vraiment gagner mon point. Et d'ailleurs, j'aime voir la face de chevreuil parce que, tu sais, je veux dire, sans vouloir en faire un exemple, tu sais, les commis, eux, ne comprennent pas pourquoi. Puis, tu sais, puis j'imagine que les commis sont payés en plus à ce genre. Ils doivent recevoir des commissions quand on leur donne l'adresse courriel, probablement. Puis quand on leur dit non, là, ça les brime parce qu'il y a, tu sais, genre, ils doivent recevoir 50 cents ou une pièce à chaque fois que quelqu'un dit oui à l'adresse courriel. Là. Fait que, tu sais, ils perdent de l'argent quand je dis non. Je ne veux pas. Moi, ils perdent la face quand je dis hotmail.com. C'est quoi ça, Hotmail? Mon adresse date, si je ne me trompe pas, de 1995. Là, à cette heure, il y a eu live.com qui s'est inséré au début des années 2000. Après ça, c'est rendu maintenant at large outlook.com. Donc, moi, la face de chevreuil, c'est quand je dis Hotmail. C'est comme si je leur apprenais quelque chose de fantastique, un nouveau service de courrier électronique. Mais bref. Deuxième élément, connaissance. Autrement dit, vous vous enregistrez à gauche et à droite. Maintenir un inventaire pour de la cyberhygiène, par pitié, puis si je vous dis par pitié, là, c'est que je me suis fait violence l'année passée. J'ai fait mon recensement et je vais vous dire, j'étais désespéré. Il a fallu que je mette du bleach à gauche et à droite, comme sur une serviette bien crottée parce que j'étais couvert de boîtes, là. J'ai été désagréablement surpris de ma mauvaise cyberhygiène, justement, où j'ai commencé à faire du ménage. Puis j'ai starté ça avec moi, j'utilise LastPass comme gestionnaire de mots de passe. Puis il y a un lancement de campagne de changement de mot de passe automatique. J'ai pesé sur le piton. Fait que tous les sites qui se sont mis à répondre, j'ai été désagréablement surpris. Beaucoup que j'ai justement clairé, fermé, beaucoup qui ont ressollicité, que j'ai confirmé. Quelques clavardages très désagréables au travers. Je ne sais même pas avec qui je parlais au niveau du clavardage ou dans quel fuseau horaire il se trouvait, mais j'ai été ferme sur la fermeture. C'est épouvantable comment on s'éparpille sans s'en rendre compte. Oui, puis c'est d'autant plus que c'est parfois très compliqué de réussir à détruire ces comptes-là. Moi, j'ai pas lancé une campagne comme celle-là, mais j'ai certains services des fois qui sortent de nulle part parce qu'il y a comme quelqu'un qui m'a ajouté sur cette plateforme-là ou peu importe. Puis je me rappelais pas que ça existait ou j'avais encore un compte là-dessus. Fait, je me rebranche là-dessus. Généralement, je vais réinitialiser mon mot de passe parce que ça date de genre il y a 10 ans, puis j'ai aucune idée de ce que j'avais fait avec ça à ce moment-là. Fait que là, je me réapproprie mon compte, puis généralement, quand je vois que c'est un service que ça fait justement 10 ans que j'ai pas utilisé, il s'en va direct dans les poubelles. Mais pas direct dans les poubelles, je l'oublie puis je fais plus rien avec. Ça va direct dans les poubelles que j'initie la démarche de destruction du compte que j'ai sur cette plateforme-là. Le dernier que j'ai fait, ça m'a pris... il faut t'envoyer un courriel à une boîte pour demander la fermeture. Il n'y a pas de piton genre delete, efface-moi au plus vite. Non, pour effacer, il faut que tu cherches dans la base de connaissances. Si tu n'es pas retrouvé, il faut t'envoyer un courriel à une boîte étrange. Puis c'est un processus pénible. Mais tu dis là, arrêtez de ça. Là, je veux détruire mon compte au plus vite parce que je n'utilise pas votre service. Et si c'est si compliqué que ça, c'est probablement que votre sécurité est so-so.
Fait que je veux pas être dans la prochaine breach avec mon adresse courriel puis des informations. Détruisez-moi au PC. Et ça, je sais pas, probablement parce qu'on est au Québec encore ou en Amérique du Nord, c'est pas aussi ça, mais normalement, les éléments européens sont un peu plus rigides et exigeants sur la capacité des gens à effacer leur compte. C'est ça qu'avec la loi 25 qui rentre en vigueur d'ailleurs quelques jours après au moment de l'enregistrement, la deuxième phase d'entrée en vigueur, les règles vont être un peu plus robustes. Il n'y a pas de règles spécifiquement pour ce que je mentionne, mais déjà là, on va avoir des leviers beaucoup plus intéressants comme consommateurs, comme citoyens, pour faire valoir notre droit et dire là, fournisseur de service, tu m'emmerdes. S'il vous plaît, arrête de faire des conneries parce que moi, je veux plus. Je suis rendu à un stade où je me réinscrirai quand j'arrête besoin de réutiliser ton service, mais là, non. Il va falloir désengorger le système de justice pour faire appliquer ça. Mais bon, alors. Non, heureusement, la loi 25, il y a juste des pénalités administratives. Puis justement, au moment où on enregistre, j'ai sorti le podcast aujourd'hui, c'est la différence entre l'ancien régime au Québec et le nouveau. Là, avant, il fallait absolument que tu passes par les tribunaux. Maintenant, tu as des sanctions administratives et tu n'as plus besoin de passer par les tribunaux. La commission d'accès peut mettre un montant, genre 2% du chiffre d'affaires mondial, blabla, puis de le faire comme ça sans devoir passer par un juge. Oh, OK, il y a une mécanique. Oui, la mécanique est là, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus capable de faire des dommages financiers aux entreprises qui ne veulent pas écouter le sens de la loi. Ah, OK. Interesting. Alors, mot-clé ici, là, vous vous éparpillez. Je le sais, là. Je le fais moi aussi, là. J'ai 600 courriers, 600 pots de passe dans ma voûte de mot de passe. Puis d'ailleurs, tu l'as mentionné, voûte de mot de passe. C'est une belle stratégie pour savoir comment vous êtes éparpillé. Au lieu d'avoir un chiffre Excel, c'est un peu plus laser, une voûte. Moi, je n'utilise pas l'espace parce qu'ils ont connu quelques avaries dernièrement, mais bref, j'en ai une aussi, même j'en ai deux. Puis de ces voûtes-là, ils ont des stratégies similaires à ce que tu mentionnes, mais au moins, j'ai un inventaire de toute mon existence numérique. Puis ça m'évite un peu de m'éparpiller, puis la lourdeur de gérer un Excel. Ouais. Oui, t'as raison, tout à fait. Fait que faites votre hygiène. Ne vous éparpillez pas. Vous connaissez vos besoins. C'est le même scénario. Et vous allez justement faire diminuer la quantité de courriels. La quantité de courriels, puis mieux que ça, en faisant votre hygiène, moi, j'apprends en faisant. J'ai pas une mémoire photographique, mais quasi, c'est qu'au fur et à mesure de le faire, je me souviens à 90% de ce que je fais, ce qui veut dire que, troisième élément, gros bon sens, quand vous recevez un courriel d'un service que vous utilisiez ou que vous n'utilisez pas du tout, moi, c'est pas compliqué. Il est flagué comme étant indésirable de façon instantanée ou c'est un shift delete ou c'est un swipe à gauche d'un vidange. Ça m'amène justement à vous dire, écoutez, là, quand c'est le 7e retour d'impôt que vous recevez par texto puis par courriel, come on! À un moment donné, c'est simple. Quand vous recevez Post Canada, UPS, une commande que vous n'avez jamais faite, come on! Le gros bon sens qui est là. Connaissez justement vos activités, vos opérations, les fournisseurs avec qui vous faites affaire. Un Best Buy, je le sais, Best Buy, je leur ai laissé une adresse de courriel. Oui, ils sollicitent une fois de temps en temps les promotions, etc. Bah, ça m'agace pas trop. Je le vois passer. Puis je suis un gars de bebelle. Oui, je vais aller le voir. Puis ça me dérange pas plus que ça. Il y a le petit symbole des abonnés maintenant dans le courriel. Quand on le fait via Apple, c'est généré par Apple, puis c'est Apple qui lance la commande et c'est relativement efficace. Mais quand c'est des produits pour bébé, moi en passant, j'ai pas d'enfants, j'ai des enfants puis j'en veux pas d'autres, puis là, vous savez pourquoi? C'est pas normal que je reçoive ça. Je reçois, tout le monde la connaît, Enlarge Your Penis. Come on! Personne connaît mon pénis, mais j'ai jamais commandé de pilule pour élargir ou des crèmes pour élargir mon pénis. Alors, vous comprenez l'astuce ici, là.
lâchez ça, ces courriels-là. Portez-y pas attention. Vous avez une montre, le message apparaît dessus, vous avez un téléphone. Hey, flushez-moi ça, perdez pas votre temps avec ça. Ils sont rendus maintenant vraiment de plus en plus sophistiqués. Oui, il y en a qui vont être en mesure, à partir de vos informations recueillies à gauche et à droite par des brokers ou une fuite chez un broker, etc., qui va vous paraître légitime, mais encore là, votre gros bon sens. L'avez-vous commandé? Avez-vous ce service-là? Connaissez-vous une personne qui reste à New Delhi pour vrai, là? Pour vrai, duquel vous pourriez recevoir un héritage? Non, ça c'est les classiques, là. Cela étant dit, puis parce que ça m'est arrivé à quelques occasions, puis maintenant un peu moins, mais à un certain moment, c'était Amazon. Comme ils savaient que beaucoup de gens commandaient sur Amazon, on recevait des courriers d'Amazon sur quoi, genre, là, il y a un problème avec le colis, ils devaient genre setuper un moment de livraison, peu importe ce qu'il y avait. Est-ce que la raison pourquoi ils vous communiquaient? Déjà là, parce que j'ai quand même beaucoup d'adresses courriel, si je reçois un courriel d'Amazon sur une adresse que je n'utilise pas Amazon, ben je ne réfléchis pas, je l'efface. Parce que j'ai vraiment une adresse pour Amazon. Là, tu es dans le silo connaissance. Fait que là, on sait, oui, mais c'est gros bon sens, si je regarde, ça n'arrive pas à la bonne place, je le tasse, ça n'a pas d'affaire là. Et là, je prends le temps de réfléchir. C'est tout dans cette réflexion-là. Est-ce que j'ai un colis UPS qui je me fais solliciter? Celui est un peu plus difficile à détecter parce qu'il arrive souvent par les adresses courriels dans lesquelles je reçois des colis, des avertissements UPS. La seule chose que j'ai jusqu'à présent détecté, c'est que c'est une image. Fait que ça est un peu plus difficile à repérer pour les gens qui sont un peu moins familiers. Soyez vigilants. Si vous n'avez pas de colis qui est supposé arriver, c'est pas des choses comme ça. Vous n'avez pas de numéro. Testez le numéro de colis qui est marqué dans le courriel puis allez directement sur le vrai site. Sans cliquer sur le numéro de colis. En prenant note annuellement. Tapez-le à la main. Oui, non. Pas cliquer sur l'image qui nous a envoyé. C'est d'aller sur le site du PS direct, manuellement, et de saisir le numéro qu'il nous a donné. Je l'ai testé juste pour le plaisir parce que j'étais très intrigué de savoir où ça menait ce numéro du PSA. C'est une affaire qui n'a aucun sens, ça fait que ça ne marche pas. Le numéro fonctionne, par exemple, mais le numéro ne mène pas à quelque chose qui est crédible qui va arriver chez nous. Ça arrive à un endroit complètement d'autre, ça a déjà été livré ou peu importe ce qu'ils ont choisi. Mais justement de vérifier correctement comme ça ou appeler chez UPS si vous n'êtes pas confortable, appeler chez FedEx, appeler chez Post Canada, appeler peu importe d'où arrive le message, vérifier si vous avez la moindre intuition que potentiellement il y a quelqu'un qui veut vous livrer avec ce genre de choses-là. Parce que ça m'arrive, parce que j'ai juste des choses qui sont juste dans des zones un peu obscures de temps en temps qui fait que c'est probable. C'est ça, puis c'est ça le problème, c'est qu'il y a une probabilité que ça arrive. Puis c'est justement sur ça qu'ils jouent les malveillants. Fait que là, il faut que tu te poses des questions. Fait que gros bon sens, tu te poses la question. Fait que tu descends par étapes. Arbre de décision. Tu descends ton arbre de décision. Non, ça, c'est la météo maestro. Ça, c'est probabilité impact au niveau du risque. Fait que tu descends. Fait que tranquillement, tu descends justement de choses. Fait que est-ce que j'ai un colis qui potentiellement qui peut arriver? Si la réponse est non, on efface tout de suite. Si la réponse est oui, ben là, tu descends à la prochaine étape. OK, ben, est-ce que j'ai été informé qu'il s'en venait ce colis-là? Est-ce que mon fournisseur m'envoie ce colis-là? Est-ce que mon fournisseur m'a contacté avant pour me dire que le colis s'en venait? Je suis un peu sur Kickstarter. C'est pour ça que je suis dans une zone obscure parce que j'ai des choses Kickstarter de temps en temps. Et eux, la méthode est justement dans une zone un peu à part. Fait que de temps en temps, ils communiquent pas bien que j'ai un colis qui s'en vient. Ou ils communiquent quand le colis, genre, il est rendu sur le pas de ma porte. Ils disent ouais, on a shippé à ton colis. Oui, mais il est déjà rendu chez nous. Fait que là, j'ai comme what the fuck? Mais justement, de s'assurer que ce genre de choses-là dans les zones de plus d'obscurité, parce que je suis vraiment pas tout seul à commander à faire des affaires sur Kickstarter puis que le colis arrive à un moment aléatoire. Là. S'il arrive, parce que des fois, on se fait frauder. Là. J'ai eu quelques cas dernièrement où j'ai perdu un peu d'argent dans des projets qui ont disparu en fumée. Malheureusement, c'était de très beaux projets. Si l'idée avait été... parce que j'aimais bien l'idée. Fait véhicule, j'aimais beaucoup l'idée. C'était vraiment chouette. Puis, ben, ils sont partis avec mon argent. Et celle de plusieurs autres personnes aussi. J'ai pas été tout seul, pas seul à me faire piéger, mais ça, c'est un peu triste de Kickstarter. Mais bref, justement, de faire un lien avec le réel.
Est-ce que c'est plausible? Petit élément, tu parlais d'Amazon tantôt. Là, effectivement, la probabilité qu'on soit un consommateur d'Amazon, écoute, je mettrais ma main au feu, je donnerais un pourcentage ici de consommateurs Amazon au Canada, là, puis je risquerais de même pas me tromper. Mais Amazon, les fraudeurs, quand ils possèdent une certaine information, pas nécessairement d'Amazon, d'ailleurs, parce que vous vous êtes éparpillé, puis vous vous souvenez plus où, ils ont commencé à faire des appels. J'ai reçu 2 appels le mois passé. Amazon Crédit que c'était marqué. Je suis pas fou, là. Je suis pas fou. Je connais les utilitaires gratuits sur Internet pour personnifier, masquer le numéro Amazon Crédit pour justement des commandes que j'avais pas faites parce que ça fait à peu près 30 jours que j'ai pas fait de commande chez Amazon. Puis là, je me suis fait appeler justement parce qu'il y a eu un problème avec une de mes commandes. Puis la carte de crédit que j'ai utilisée, non, s'il y a un problème, ma compagnie de carte de crédit va me dire qu'il y a un problème. Pas Amazon. Puis Amazon, vous l'avez vu, le système, quand il y a un problème avec la commande puis la carte de crédit, vous avez un courriel, c'est instantanément stoppé. On tue le poussin dans l'œuf tout azimut. Pas d'appel pour le plaisir en pleine transaction qui n'aurait pas marché en amont puisque je dois démontrer que je suis en mesure de payer le produit pour le recevoir. Payer et acquiescer par mon institution financière. Oui, en plein ça. Puis sur le cas spécifique d'Amazon, ils appellent jamais, mais vraiment jamais. C'est tout est par courriel, par l'adresse standard. Puis en plus, moi, dans le cas d'Amazon, étant donné que je consomme quand même assez sur Amazon, j'ai des tris automatiques. Fait que tous mes courriels d'Amazon qui sont légitimes tombent dans la boîte Amazon. Donc, puis les fraudeurs vont utiliser une fausse adresse Amazon qui n'est pas la même en termes de courriel. Fait qu'elle, elle ne tombe pas à la bonne place parce que c'est une adresse fraudée. Fait que déjà là, je me place des règles qui facilitent mon travail. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Les adresses sont triées, les adresses sont taguées. Peu importe le service courriel que vous utilisez, ces options-là sont à votre disposition. Si vous commandez beaucoup sur Amazon, comme de toute apparence ce que je fais, vous êtes capable de soit mettre un tag sur Gmail, ça fonctionne comme ça. Sur d'autres systèmes, ils ont d'autres méthodologies. Où vous pouvez le trier automatiquement dans un dossier qui est un dossier Amazon. Fait que dès lors, vous regardez votre dossier Amazon et vous voyez si ça vient d'Amazon ou pas. Fait que vous vous donnez des outils qui sont à votre disposition. Il faut faire un petit peu d'effort au début, mais après, c'est ça sauve tellement de temps. Fait que j'ai même plus besoin d'avoir une très grande réflexion à savoir est-ce que ça vient vraiment d'Amazon. Si c'est pas dans mon dossier Amazon, ça vient pas d'Amazon. C'est pas mal sûr. Fait que je suis capable de le voir comme ça, fait que je le vois dans mes courriels Amazon. Les maudits SMS, parce que là, tu parles d'autres stratégies. Puis ça, c'est très emmerdant parce que chaque fournisseur a sa stratégie. Il y en a qui t'appellent, il y en a qui t'envoient des SMS légitimes ou des courriels, puis c'est toutes des stratégies bizarres. T'es jamais capable de savoir c'est qu'est-ce qu'ils font, puis chacun. Ça, je trouve ça un peu vexant, puis pour le grand public, très difficile de capable de déceler qu'est-ce qui est légitime ou pas. Moi, dans ma stratégie, c'est que tous les appels sont bloqués systématiquement. Si t'es pas dans mon bottin, tu tombes sur mon répondeur. Je vais t'écouter après, mais t'es dans mon répondeur. Je te donne aucune opportunité de me parler parce que de me convaincre que je suis un cave puis d'acheter ton affaire. Ben, faut que tu convainques ma boîte vocale que je vais écouter après, que je suis un cave. Fait que, généralement, ça marche pas. Tu peux permettre de flusher plus vite. Même chose pour les SMS. Il y a beaucoup de stratégies. La stratégie, généralement, ils vont afficher une espèce de URL qui n'a pas de sens. Fait que si Netflix vous dit que votre compte ou Amazon vous envoie un texto, peu importe les dernières stratégies que j'ai vues, allez directement sur le site de Netflix, allez directement sur le site d'Amazon, justement, pour aller vérifier vous-même si c'est le cas. Puis des fois, il y en a certains qui étaient suffisamment bien faits que j'ai eu un doute raisonnable. J'ai peut-être un problème. Puis je me suis logué directement sur Netflix ou Amazon. Amazon, dernièrement, c'est genre votre renouvellement Prime n'a pas marché. C'est à peu près ça qui passe, ce que j'ai vu dernièrement. Puis, effectivement, j'ai un abonnement Prime. Fait que là, j'étais comme, comment ça, mon abonnement Prime n'est pas passé? Fait que je me suis branché sur le site d'Amazon et vérifié dans ce cas-ci parce que le URL était suffisamment propre. Ça fait comme, ouais,
Là, j'ai un doute. Là, je suis pas sûr. Fait que je suis allé voir. J'allais voir comme direct. Tu sais, j'ai des appels de certaines places, puis je contre-vérifie tout le temps. Tu sais, ils laissent des messages, genre les fameux, les fameuses choses de l'Agence du revenu du Canada ou du revenu du Québec. Ben, s'ils vous appellent, puis vous donnent un numéro de téléphone à rappeler, vérifiez si ce numéro-là est valide tout le temps. Ils vous le donnent, là, un machin là. Mais prenez-le, mettez-le dans le navigateur web. Autant au Québec qu'au Canada, ils ont les sites légitimes vont vous dire si ce numéro de téléphone-là est valide ou pas. Tout dépendant. Et de toute façon, tout le monde qui laisse un message ou autre chose, je vérifie toujours si le numéro est valide. On en a fait un quand on est allé à Vegas, puis on riait parce que justement, celle-là était too much. Puis on l'a bien ri d'ailleurs. Moi, je me faisais appeler parce que j'ai plusieurs numéros de téléphone. Ça, c'est des stratégies plus sophistiquées, là. J'ai plusieurs numéros de téléphone. J'ai des numéros de téléphone des burners, fait que ce sont des numéros de téléphone que je peux perdre, puis ça ne me dérange pas, qui sont donnés dans des occasions où je n'ai pas nécessairement confiance à la situation dans laquelle je suis. Et je me faisais appeler sur un de mes burners pour payer des factures qui, en aucun cas, n'auraient pu tomber sur ce numéro-là. J'ai trouvé ça très drôle, puis on a vérifié ensuite le numéro qu'il donnait, puis effectivement, c'est un numéro qui était frauduleux, puis tout ça, mais c'est à donner à quel point ces attaquants-là sont bons. Puis même les messages vocaux de la personne sur ce numéro-là qui est associé absolument à rien, c'est ça qui est drôle. Je vais te faire rire. Allez. Tapez le numéro de téléphone que Nicolas a reçu dans Google. Vous connaissez la fonte Wingdings? Quand le langage que Google donne avec un texte en style Wingding, parce que je ne veux pas nommer n'importe quel pays non plus ici, là, moi, ça veut pas mal tout dire que ça provient justement d'un endroit, d'un fuseau horaire sur Terre extrêmement nébuleux, puis à plusieurs milliers de kilomètres d'où on se trouvait, là. En plein ça, mais les stratégies, puis c'est là où ça devient de plus en plus difficile parce que j'avais des messages vocaux sur ma boîte justement pour que je devais de l'argent à un fournisseur X, machin. Puis ça serait drôle de savoir que ce fournisseur-là connaissait ce numéro de téléphone-là parce que il n'y a aucun lien entre le fournisseur et ce numéro-là ever. Fait que déjà là, c'est très drôle. Puis quand tu dis gros bon sens, ben, sachez que si la personne appelle sur un numéro comme ça puis qu'elle n'est pas censée l'avoir, ben, c'est déjà un bon signe que c'est frauduleux. Mais en plus, ce que j'avais trouvé fascinant sur ces messages vocaux-là, c'est que c'est un francophone québécois qui parlait au bout de la ligne et qui était un peu désinvolte, comme à peu près l'attitude générale d'un Québécois qu'on aurait. Fait que c'était comme... Ça avait quasiment un son de légitime d'à quel point la personne était comme si c'était mon voisin qui était là. Fait que celle-là, ne pas être vigilant, je me serais fait avoir, puis j'avais répondu, puis machin. Mais les autres signaux étaient tellement forts que c'était évident, mais quand même, fait que c'est rendu loin à quel point ils sont capables de nous faire croire que c'est faux. Puis encore là, puis on regarde la fameuse fraude que probablement tous les Québécois ont dû vivre, ou les Canadiens anglais également d'ailleurs, où on reçoit un message genre nous sommes des agents du Revenu Canada. Si vous ne nous rappelez pas, on va vous arrêter. C'est l'espèce d'urgence qui te force, puis cette espèce de pulsion d'appeler parce que tu veux pas le RCMP chez vous, là, tu veux pas la GRC chez vous. Tu t'appelles pour les calmer. Sachez que la police ne débarquera pas chez vous si vous n'avez pas payé votre impôt. Là, on se calme. Déjà, premier point. Puis c'est ça. Le revenu a bien d'autres moyens d'aller chercher l'argent qu'on a besoin. Là, puis le RCMP est probablement dans les derniers moments. Et ça, c'est parce que probablement vous avez fraudé. Vous n'avez pas fait une erreur. Là. Vous n'avez pas donné genre 50$, vous avez fait une erreur, machin. Là. Vous avez fraudé, vous êtes vraiment un voleur. On est dans une autre zone. Puis c'est un autre type d'enquête, puis c'est d'autres choses. Fait que là, ils font faire à l'urgence, mais là, ils ont comme changé la stratégie à juste comme chill, je suis ton chum, tu nous dois de l'argent, peux-tu nous rappeler, s'il vous plaît? Ils ont comme changé un peu le modèle, puis j'ai trouvé ça. Puis je me rappelle, probablement plus savoir par hey man, je touche ton chum, mais non, on veut juste s'arranger, on veut pas te faire chier. Tu nous dois 50$, on va se négocier une petite affaire, là, on va prendre une bière après. Là. Fait que c'est un peu dans ce modèle-là. Fait que j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir ce changement-là.
Puis, bref, faites attention parce que, tu sais, c'est quand tu as un bro qui t'appelle, hey bro, fist bump, man, c'est cool, on va s'arranger, là. Mais oui, mais toi, t'es où? Toi, t'es genre en train de me voler dans ton bunker de valeur, là. Petite anecdote vite terminée. Le père d'un de mes amis, que je nommerai pas ici, a reçu vraiment la fraude par courriel McAfee. Premier élément, monsieur n'était plus abonné justement aux mises à jour de McAfee, mais il a reçu le fameux courriel comme de quoi son ordinateur était rendu vulnérable. Donc, un ordinateur qui s'est fait, premier élément, vigilance, là. Faites-vous affaire avec le fournisseur? Oui, non. Dans ce cas-ci, monsieur s'est pas méfié. 2, le message était assez bien bâti. Il a cru que son ordinateur était vulnérable. Bon, l'autre élément, gros bon sens. Est-ce qu'un clown extérieur est capable de pénétrer dans ma machine, faire un scan? Bon, dans une certaine limite, oui, mais dans un autre, c'est pas quelque chose qui est fréquent là, normalement. Sauf si on a le clown de Bell, TELUS, Vidéotron ou Rogers qui nous demande le consentement pour prendre le contrôle de la machine, bon, etc. Alors, monsieur, malheureusement, cliquez sur le lien. Faites le paiement. C'est fait appeler par un membre de la fausse compagnie verbalement parce que le paiement pris sur sa carte de crédit était trop élevé. Alors, suggestion de remboursement, mais remplie dans un formulaire fourni dans un autre courriel où la balance de l'information a été inscrite. Faux virement fait dans son compte. En fait, les gens avaient récupéré l'ensemble de l'information qu'ils avaient besoin pour usurper son identité et son authentifiant pour prendre l'argent dans un de ses comptes et le transférer dans son compte courant en se croisant les doigts que monsieur n'allait pas se méfier que c'était la manœuvre. Ce qui était le cas. Fait que monsieur n'a pas vu cette manœuvre-là, donc a vu le trop gros dépôt déboursé, demande d'aller dans un guichet à Bitcoin pour faire un paiement. Bon, guichet à Bitcoin, c'est le terme employé par un de mes chums. J'ai aucune idée c'est quoi, mais bon, il y avait la manœuvre. Autre élément, vigilance puis gros bon sens ici. Pourquoi rembourser en Bitcoin? Une compagnie qui fait un trop gros dépôt ou un trop perçu, il y a moyen de renverser justement les transactions. On fait affaire avec l'institution financière. Monsieur ne se méfie pas. Utilise la manœuvre, bloqué à 4000, fait un premier virement de 4, fait un deuxième virement de 4. Je nommerai pas l'ensemble du montant. Rendu à l'autre virement, se méfie. Va voir, se rend compte que c'est tout simplement son propre argent qui a été viré dans son compte courant, qui est en train de donner à un voleur. Donc, il a enclenché la manœuvre d'informer la banque, informer la police, informer Equifax, justement pour une surveillance sur son crédit, pour pas qu'il y ait 20 cartes de crédit en circulation à son nom, à son insu, etc., 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 etc. Donc, la manœuvre ici, monsieur s'est fait prendre via un courriel. Il y a eu en plus de ça un effort supplémentaire d'un appel téléphonique, un formulaire, plus l'explication d'une manœuvre pour virer ça en Bitcoin. C'était relativement élaboré pour... c'était un bon montant. Pas énorme, mais un bon montant. Mais pour vrai, pour ce type de vol-là, c'est beaucoup d'efforts pour le montant, justement, qui était demandé à monsieur. Mais bon. Effectivement. Puis ça, il y a un conseil très intéressant qui peut être appliqué sur ce genre de choses-là. Évitez de faire des transactions à partir d'un compte de banque parce que les protections sont inférieures sur un compte de banque. Une fois que vous avez déplacé l'argent, vous le perdez. Si vous voulez faire ça, si vous avez un doute, mais en même temps, vous voulez agir, carte de crédit. Les cartes de crédit ont des protections beaucoup supérieures à ce genre de choses-là. Ils vont détecter les manœuvres, soit ils vont bloquer les transactions en amont, puis donc vous savez le problème. Ou, si vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire un renversement de transaction. Parce que le fonctionnement d'une carte de crédit n'est pas exactement la même qu'un compte de banque. Parce qu'une fois que le compte de banque, l'argent est transféré, l'institution financière n'a plus le contrôle sur l'argent qui a été transféré. Donc, malheureusement, dans l'exemple que tu mentionnes, une fois que l'argent est disparu, il est disparu. En carte de crédit, ça ne fonctionne pas exactement comme ça parce que quand on accepte un paiement de carte de crédit, on a un compte marchand. Et là, toute la magie de la carte de crédit, puis je divulgue un peu comment ça fonctionne.
Et pourquoi on est protégé? C'est-à-dire que quand on fait la transaction, c'est la carte de crédit a un compte marchand avec le dit marchand qui reçoit le paiement. Et si on déclare que c'est une fraude, ce qui arrive, c'est que la carte de crédit fait comme marchand, ben, l'argent qui était là, et puis là, tu ne l'as plus. C'est pour ça que les cartes de crédit peuvent renverser aussi facilement que ça les transactions, parce que c'est eux qui contrôlent les deux bouts de la transaction. Ils contrôlent le côté du consommateur et ils contrôlent le côté du commerçant. Fait que s'ils détectent que le commerçant est frauduleux, ils vont renverser facilement la transaction. Donc, ils ne verseront jamais l'argent dans le compte du marchand. Et aussi, c'est se rendre compte à quel point le marchand supporte la fraude. Fait que dans un cas de commerce légitime, si un commerçant légitime se fait faire une transaction avec une carte de crédit frauduleuse et que la transaction est renversée, et lui, malheureusement, a envoyer la marchandise, ben c'est lui qui doit payer. Le fardeau de la preuve. Ouais, c'est lui qui doit payer, dans le fond, l'erreur qu'il a faite. C'est pour ça que, dans le fond, dans certains sites, c'est très difficile d'acheter des cartes de crédit étrangères ou des choses comme ça parce que ces commerçants-là se sont fait tellement frauder que sont beaucoup plus exigeants sur la preuve qu'il faut faire pour pouvoir faire l'acquisition. Mais bref, s'il y a un conseil, si vous sentez que effectivement, il y a une personne qui vous approche pour faire ça, puis vous croyez minimalement que la marche légitime, carte de crédit, pas compte de banque, au moins c'est parce que si vous vous rendez en compte en cours de chemin, comme le cas que tu mentionnes, ben, tu as encore du pouvoir pour arrêter les transactions. Dans un compte de banque, on n'a plus ce pouvoir-là. Fait que déjà là, c'est ça. Puis, si vous voulez savoir vraiment si ça se peut que vous puissiez être contacté par un dude de genre à l'époque, c'était chez Microsoft qui vous appelle et dit Hey, on a un virus sur votre machine. On l'a vu, j'ai vu ton sourire parce qu'on l'a vu passer souvent celle-là, ou des choses de cette nature-là. Ben, sachez qu'en général, les seuls qui vont vous appeler pour ce genre de choses-là, expérience puis fait vécu d'ailleurs, c'est la police. Généralement, c'est pas la police de quartier, ça va être genre le Sûreté du Québec au Québec, le GRC au fédéral, puis probablement plus la GRC que la Sûreté du Québec pour différentes raisons. Le GRC a plus de capacité de détection que la Sûreté du Québec pour différentes raisons. Si vous êtes en France, ben ça va être les équivalents français. Il n'y a pas d'équivalent régional. Là. Ou ça peut être un directeur cyber de chez Vidéotron parce que j'ai parti un scanner McAfee à partir de mon ordinateur. Ouais, puis ils m'ont appelé. Ouais, là, tu prends la deuxième partie, effectivement, parce que je l'ai vécu aussi à un moment donné. Si la connexion Internet que vous avez, effectivement, il y a quelque chose de malicieux qui se passe sur votre connexion Internet, la probabilité que ce soit votre fournisseur Internet qui vous appelle, vous dit Hey, vous avez un problème. Mais ce qu'ils font dans ce temps-là, c'est qu'ils coupent votre connexion Internet ou la bloquent sévèrement et ils vous appellent. Ils disent Là, il y a quelque chose qui se passe, vous êtes bloqué, appelez pour qu'on débloque. Puis vous pouvez probablement constater que la connexion Internet est effectivement bloquée. J'ai vu ce cas-là dans mon entourage où justement il y avait un élément malicieux sur une machine chez cette personne-là et le broadcast qu'elle faisait était tel que le fournisseur a fait comme couper tout. Puis là, il t'appelle, il dit là, il te laisse un message, il dit là, c'est un problème. Puis généralement, en même temps, comment ils vont effectuer leur démarche justement pour montrer qu'ils sont légitimes. Puis j'ai challengé souvent dans des cas où j'ai accompagné des gens ou moi-même ça m'est arrivé. Ben, ils te disent OK, va voir sur le site web, va chercher le numéro de téléphone à telle adresse, qui est une adresse légitime. Et moi, je suis telle extension. Mais je te donne pas mon numéro de téléphone, il faut que tu le trouves. Fait que dans ça, tu vas sur le site légitime de Bell, TELUS, Vidéotron, machin. Puis là, tu vas récupérer, puis tu te rappelles l'extension en question, puis tu vas retomber sur la dite personne qui est contactée dans un cas d'un fournisseur Internet. Dans le cas de la police, ils donnent des numéros de matricule, puis il y a d'autres stratégies pour être capable de repérer, puis ils sont quand même bien formés. Puis la façon de le voir que ces personnes-là sont bien formées puis sont légitimes, sont très calmes, sont vraiment très calmes. Il n'y a pas d'urgence à rien régler, tout est calme. Puis ils disent, si vous n'êtes pas en confiance, allez sur notre site web, voici mon téléphone, voici mon nom, voici mon extension, puis vous pouvez me rejoindre. J'attends votre retour d'appel, il y a zéro souci. Vous voulez parler à de mes collègues à la place, il n'y a pas de problème, appelez à telle chose. Allez sur le site web, allez à la ligne générale.
demandez tel genre de choses, puis on va vous amener à notre département. Fait qu'il y a beaucoup plus de calme dans la façon que les gens parlent. Puis c'est justement pour ça que le dude qui voulait réclamer de l'argent, je trouvais ça plus familier parce qu'il était vraiment trop calme. Fait que, c'est comme ça m'a amené dans cette zone de très. Oh, ils ont changé la stratégie. Savez-vous ce qu'on a vu? Blague à part. Je vais résumer. Bref, vigilance, connaissance, gros bon sens. T'sais, faites votre hygiène, vous allez être surpris. Le gros bon sens, la connaissance. Une fois que votre hygiène va être faite, ça va être beaucoup plus simple pour vous autres, justement, de repérer. Puis vous allez vraiment chiller quand vous allez recevoir ce genre de texto, SMS, courriel, le numéro de téléphone là, même dans l'urgence ou la panique que la personne va exprimer comme sentiment, là, vous allez voir, là, vous allez bien plus chiller. Nicolas parlait de l'histoire de Microsoft. Là. Je me suis fait appeler. La seule chose que j'ai dit à la dame, c'est wow, belle blague pour un dimanche matin. Savez-vous quoi? La dame est partie à rire. Elle l'a raccroché avant que j'y raccroche au nez. C'était aussi simple que ça. Mais bon, il y a un contexte là-dedans. Mais c'est ça, vous allez vraiment plus chiller, à être plus en contrôle de vos véritables transactions, votre information. Puis vous allez développer des automatismes, là, justement, au niveau de la divulgation des informations, votre éparpillement numérique, etc. Là. Vous allez graduellement être beaucoup plus serein dans ce dossier-là. Savez-vous quoi? On va vous faire un exercice. Faites votre testament. Dites que vous léguez vos biens puis votre argent à qui que ce soit. Maintenant, dites au notaire comment récupérer cet argent-là. OK? Faites cet exercice-là pour le fun. Là. Votre clé USB de 2 Tera n'aura pas assez d'espace pour stocker l'information. Je caricature ici. Là. Faites l'exercice. C'est quand j'ai pensé justement à léguer à mon exécutant testamentaire l'information nécessaire pour, je le sais, la caisse, la banque, peu importe. Ils vont être conciliants là-dedans. Ils vont nous aider. Ils vont nous accompagner. Ils vont répondre au testament. Mais dans certains cas, d'au moins léguer cette information-là, faites-le. Faites-le. C'est bien plus simple ensuite de ça pour vos bénéficiaires d'être capable justement de fermer votre compte Vidéotron, régler votre dossier d'assurance, contacter l'assurance vie, les contacter justement en cas de décès. Hydro-Québec, faire fermer le bill, l'Agence du revenu, le ci, le ça. Il y a un paquet de fournisseurs. Notre vie est hautement numérique. Puis je crois que le numérique est venu a favorisé la complexité d'une gestion pour nos bénéficiaires, de notre dossier justement sur nos avoirs, nos dettes, nos fournisseurs. Faites cet exercice-là, vous allez faire « Wow, j'ai besoin de faire mon hygiène numérique ». Moi, ça a été un peu le petit élément déclencheur. Puis j'ai assainissé ça. Ça se dit-tu ça? Non, ça se dit pas, mais vous avez compris. Il reste juste à reprendre mon Ancien Testament, justement, et le faire mettre à jour. Mais au moins, ce côté-là, mon exécuteur, va avoir une simple clé USB avec ma base de données. Ma base de données, la LastPass, qui est chiffrée. Puis le mot de passe, il le connaît déjà. Il n'y a juste pas encore l'information numérique pour le déchiffrer. Puis c'est tout. Mais au moins, il va être capable de dire OK, puis c'est un banquier en plus. Fait qu'il va être capable de passer à travers fournisseurs, banques, gouvernement du Canada, gouvernement du Québec, etc. pour justement faciliter. J'ai pas envie de mourir, là, puis j'ai pas atteint un cancer, je vous rassure. Là. Je suis assez en forme. Mais au moins, je ne veux pas léguer un fardeau comme ça. Ça serait épouvantable pour tout le monde. Ah, je suis entièrement d'accord. Puis c'est une avenue qui peut justement nous amener à cette hygiène-là qui est nécessaire parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes bien, on s'éparpille. On consomme tellement de services numériques, de même que, tu sais, c'est pour ça que j'ai 5 à 600 mots de passe dans ma voûte parce que je suis très éparpillé. Puis ton rappel me rappelle qu'il faudrait que justement que je vienne faire un petit ménage là-dedans, que j'en tue quelques-uns,
que je me débarrasse de beaucoup de services inutiles. Puis effectivement, dans une perspective où j'aurais un décès prématuré, ben la personne qui va être mon exécuteur testamentaire n'aimera pas vraiment beaucoup gérer ça parce que je suis vraiment partout. Fait qu'il va effectivement falloir que je fasse ça, mais c'est une très belle approche qui nous amène justement à réfléchir notre paysage, le réduire, le simplifier. C'est une très bonne chose parce que ça réduit le stress, ça réduit les inquiétudes, puis ça réduit beaucoup de choses. Fait qu'on a une stratégie très intéressante là de réduire notre espace numérique dans un contexte d'hygiène, comme tu le mentionnes. Justement. À l'essentiel. Oui. Puis, par pitié, Apple, j'ai assez hâte que tu arrives avec ta solution passwordless pour l'ensemble de nos sites qui va encore une fois venir réduire cette complexité-là. Puis je dis Apple ici parce que j'ai lu l'article et Apple, ça fait des années qu'ils travaillent sur un modèle et c'est certainement pas les seuls, mais s'ils parviennent et de façon relativement simple, wow, chapeau, là, ça va venir simplifier justement la démarche. Oui, absolument. Puis en plus, pour aller sur le modèle Apple, on est capable de nommer quelqu'un qui est capable de récupérer notre compte à Apple. Si dans un cas de décès, de code d'essai, on est capable de déléguer avec une personne qui est capable de venir remonter et justement faire ce genre de choses. Fait qu'ils ont comme réfléchi l'ensemble du processus pour nous sortir du pétrin dans un contexte comme ça. Je crois qu'on a pas mal fait le tour de la question. Là, on t'arrête de dévier sur d'autres choses. Fait qu'on va arrêter de dévier trop loin sur d'autres choses. Fait que c'était un énorme plaisir de discuter ce sujet-là parce que c'est quand même important. On le vit, tout le monde vit ce problème-là, incluant nous. On vit quotidiennement la gestion démesurée des mots de passe. Et justement, d'avoir cette saine hygiène-là va nous amener et ces bons réflexes-là que tu mentionnais sont ultra utiles. Les appliquer tranquillement dans notre vie, puis on va résoudre tranquillement la capacité des méchants de nous voler notre argent. Ouais, fait que sur ce, à la prochaine fois. À la prochaine. We gonna